Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sponsorisée par Squarespace. Certains ont demandé la publication de ces graphiques sur la course aux Dreadnoughts. Je peux donc aller dans la section blog et créer un nouvel article. Ceci se trouve dans la section des articles sur le site web. Il suffit d'ajouter un joli titre, puis très facilement, je peux cliquer sur plus et insérer un bloc graphique. Cela nécessite un fichier CSV, il faut donc obtenir les données CSV et les importer. Ce format n'est pas très utile pour moi, mais j'ajouterai un titre. Ce ne sont que des graphiques à barres gris, ce que je ne veux pas. Mais après avoir ajouté mon titre, je peux changer les couleurs, inverser les axes et toutes les données s'affichent. Si je le passe en valeur annuelle au lieu de trimestrielle, je m'en souviens, les valeurs CSV finissent toujours par un 0 en fin de ligne. Il suffit de mettre ça à jour rapidement. À chaque mise à jour du CSV, il suffit d'appuyer sur « Mettre à jour » pour obtenir le graphique. Vous pouvez désormais voir toutes ces données au format annuel ou trimestriel. J'ai simplement ajouté un bloc image, cliqué sur Ajouter une image, importer l'image et voilà. Ainsi, vous pouvez comparer les deux. J'ajouterai aussi plus de données au fil du temps. Et sur le bloc graphique, bien sûr, vous pouvez voir chacune des années individuelles et les valeurs individuelles simplement en passant la souris, alors que l'image est évidemment statique, simple et efficace avec Squarespace. Donc, si après tous ces petits mini-tutoriels que j'ai faits, vous pensez que vous pourriez créer un site web, peut-être idéalement pour des raisons d'histoire navale, mais on ne sait jamais, vous pourriez vouloir le faire pour une autre raison. Alors, rendez-vous sur squarespace.com/Drachinifel. Vous pouvez obtenir un essai gratuit et une fois prêt, ce petit lien vous donnera 10% de réduction sur votre premier site web ou domaine. Merci encore à Squarespace pour le sponsoring. Passons maintenant au sujet principal, ce qui n'est pas surprenant pour une chaîne d'histoire navale. Il m'arrive de recevoir des questions par email accompagnées d'une photo d'un navire et d'une variante de la question suivante. Savez-vous à quelle vitesse le navire allait alors? Et généralement, je peux donner une réponse très précise ou bien je donne une réponse. C'était peut-être, disons, 22 nœuds, plus ou moins un ou deux nœuds. En général, les gens disent « Super, merci », mais parfois ils demandent « Comment as-tu trouvé ça ?» Il n'y a pas d'indication de vitesse sur la photo. Alors je me suis dit, eh bien, voilà une occasion de parler de la façon de déterminer la vitesse d'un navire si on a une bonne photo de celui-ci. Associé à une brève leçon sur la construction navale, cela pourrait aussi concerner d'autres domaines, mais je suis sûr que ceux d'entre vous qui comprendront cela le remarqueront de toute façon. Le simple fait est que lorsqu'un navire se déplace dans l'eau, il déplace de l'eau. C'est en partie pourquoi on l'appelle le déplacement. Mais en plus de simplement déplacer de l'eau pour flotter, évidemment, un navire déplace aussi l'eau à l'endroit qu'il occupait lorsqu'il se déplace ailleurs. Il y a de l'eau à cet endroit. Cette eau doit être repoussée. Cette eau doit aller quelque part. Parce que l'eau est, pour la plupart des usages en construction navale et en navigation, incompressible, et cela se manifeste par la vague d'étrave du navire. Maintenant, revenons à la physique du lycée. En général, une vague n'est pas simplement un phénomène ponctuel. Oui, il y a la vague d'étrave, c'est la partie la plus visible de la vague, c'est la partie la plus énergétique de la vague, mais les vagues suivent généralement une courbe sinusoïdale à mesure qu'elles perdent progressivement de l'énergie. Et c'est le cas de la vague d'étrave. La vague d'étrave se manifeste d'abord juste à la proue du navire, mais le sillage du navire est également causé par la vague d'étrave. Si vous avez déjà longé une rivière avec des restrictions liées au sillage indiquant de réduire votre vitesse à 5 nœuds, eh bien c'est à cause de la vague d'étrave, parce que la vague d'étrave soulève une vague. Cette vague se propage en formant approximativement un V, et à mesure qu'elle s'éloigne de plus en plus du navire, on change de terminologie. On passe de la vague d'étrave au sillage. Mais c'est à peu près la même chose. Et bien sûr, plus vous avancez vite dans l'eau et plus vous déplacez d'eau, donc il y a une corrélation entre la vitesse et la taille du navire. Cette vague d'étrave aura plus d'énergie, déplacera plus d'eau et sera donc plus grande, tout comme le sillage. Mais puisque, comme nous l'avons dit, nous avons ici une onde sinusoïdale, on se retrouve avec ce motif d'onde sinusoïdale qui longe le côté du navire. C'est aussi pour cela que si vous croisez un navire, vous êtes secoué par son sillage. Vous ne recevez pas seulement un choc, vous êtes d'abord frappé par la plus grosse vague, puis vous êtes touché par plusieurs vagues secondaires, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Mais quel est le rapport avec la vitesse? À part, vous savez, la vague devient plus grande, la vague devient plus petite. Vous savez, nous n'allons pas mesurer la hauteur d'une vague particulière et essayer de faire une corrélation pour déterminer la vitesse. Eh bien, c'est vrai, mais heureusement, la longueur d'onde est proportionnelle à la vitesse.
Bien sûr, si nous avons une unité de longueur, par exemple celle d'un navire connu, nous pouvons effectuer une corrélation croisée avec celle-ci. Donc, il se trouve qu'il existe en fait une formule maintenant. Bien sûr, cette formule s'applique à un corps mobile standardisé. Donc, il y aura quelques petites variations causées par divers facteurs complexes qui dépassent le cadre de cette vidéo en particulier, mais en dehors de circonstances absolument extrêmes. De manière générale, cette formule sera valable et sera précise à un nœud près, voire deux, et en général, elle sera précise au nœud exact, tant que vous faites les mesures correctement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voici le profil de la vague en question, qui s'estompe progressivement. Et tout cela est tiré, soit dit en passant, du livre Fundamentals of Construction and Stability of Naval Ships, qui était un manuel pour les étudiants de l'Académie navale des États-Unis. Et pour autant que je sache, il se peut très bien que ce soit toujours le cas. C'est en tout cas une source qui fait autorité. La relation, c'est-à-dire la relation entre la longueur de l'onde, la vitesse de l'onde, etc., peut être exprimée comme L, c'est-à-dire la longueur d'onde, est égale à 0,557 vagues au carré, où L est la longueur en pied et V est la vitesse absolue en nœud. Maintenant, pour revenir à la physique du lycée, la longueur d'onde est la distance entre deux éléments correspondants de l'onde. Techniquement, on peut mesurer cela à n'importe quel point de l'onde, mais comme les amplitudes diffèrent évidemment, il est généralement préférable de mesurer entre les points extrêmes, soit de creux à creux, soit de crête à crête. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai déjà parlé de ce sujet dans une vidéo il y a 2 ou 3 ans, mais j'ai voulu créer cette vidéo comme référence simple pour calculer la vitesse de divers navires. Et ce que vous avez peut-être remarqué d'utile dans cette formule, c'est que, bien sûr, L, la longueur d'onde, dépend uniquement de la constante 0,557 et de V au carré, la vitesse, c'est-à-dire la vitesse en nœud. En fait, cela ne dépend pas réellement du navire lui-même, donc nous n'avons pas besoin d'établir différents tableaux de vitesse pour différents navires. Nous pouvons utiliser l'équation une fois et créer un joli tableau comme celui-ci. J'ai arrondi au pied le plus proche car franchement, on ne mesure pas plus précisément dans ces cas-là. Ça rend aussi le tableau plus propre. Mais cela ne nous donne que la moitié de la référence. Maintenant, il nous faut l'autre moitié, c'est-à-dire le navire lui-même et la longueur d'onde qu'il affiche. Nous allons donc utiliser cette belle photo du HMS Renown en Méditerranée pendant la Seconde Guerre mondiale, car, comme vous le voyez, il navigue sur une mer calme avec des vagues et creux visibles le long de sa coque. C'est ici qu'intervient le jugement professionnel, car la mer provoque toujours une certaine interférence. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une onde sinusoïdale très propre et régulière, mais il y a une crête assez évidente au début, près de la proue. Ensuite, il y a deux creux, puis un pic montant assez désordonné, suggérant une interférence d'un autre navire ou des conditions de mer. Mais vous pouvez estimer approximativement où se trouve le centre de ce pic. Et dans ce cas, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de le mesurer de pic en pic et de creux en creux, d'après mon estimation visuelle de l'emplacement approximatif de ces points. Parce qu'évidemment, si vous avez deux séries de mesures et qu'elles sont complètement différentes l'une de l'autre, cela suggère qu'au moins l'une d'elles, voire les deux, est complètement fausse. Mais dans ce cas précis, quand je les ai mesurées en comptant les pixels sur la photo originale, chacune de ces lignes vertes était à presque exactement 10 pixels près l'une de l'autre. L'une faisait 610 pixels de long, l'autre 621 pixels. Donc on peut prendre, disons, 615 comme moyenne, mais cela suggère qu'on observe une longueur d'onde cohérente. Donc on peut ensuite en transcrire une. Disons qu'on va reporter les marques de la ligne du creux sur ce joli plan de profil latéral, et on sait que Renown, dans sa longueur totale, c'est-à-dire de l'extrémité avant à l'extrémité arrière, mesure 794 pieds. Et ensuite, encore une fois, en utilisant différents outils de mesure, que ce soit un comptage de pixels ou autre, on obtient que la dimension de cette ligne verte représente environ 42% de la longueur totale du navire. Donc, 42% de 794, c'est un peu plus de 333 pieds. Donc, si nous nous référons à notre tableau préétabli, nous pouvons voir que 333 pieds se situe très bien entre 24 et 25 nœuds, ce qui est plutôt pratique. Parce que nous savons qu'évidemment, Renown pouvait aller beaucoup plus vite que cela, ce qui signifie que nous n'avons donc pas affaire à une vitesse irréaliste. Donc, c'est une petite vérification supplémentaire bien pratique.
Et cela signifie que nous pouvons dire que cette photo de Renown la montre en train de filer à environ 24 à 25 nœuds. Donc, c'est un bon petit point de référence. Et c'est en fait aussi une façon assez importante de démontrer ce que ces photos qui incluent la vague d'étrave, grâce à la perspective, peuvent réellement nous apprendre. Parce que, bien sûr, sur cette photo, Renown n'émet pas vraiment beaucoup de fumée, alors que sur certaines autres photos d'autres navires, ils émettent d'énormes quantités de fumée et celle-ci peut être emportée très rapidement. Mais ce n'est pas parce qu'un navire émet beaucoup de fumée qu'il va vite, et dans ce cas, ce n'est pas parce qu'il n'émet pas beaucoup de fumée qu'il va lentement. Vous pouvez ainsi obtenir des photos impressionnantes de navires lors d'essais avec beaucoup de fumée et de grandes vagues s'écrasant sur la proue en mer agitée. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils vont à plus de 30 nœuds. Cependant, cette forme d'onde est dictée par la physique et, comme nous l'avons dit, en dehors de circonstances exceptionnelles, cela ne change pas vraiment. Vous pouvez l'utiliser sur presque tout navire si vous connaissez la position de la crête et du creux. Maintenant, bien sûr, cela signifie que vous devez avoir soit une photo prise de près et à l'horizontale, comme celle-ci du California par mer très calme, parce qu'évidemment, ici encore, les positions des crêtes et des creux sont très évidentes. Et bien sûr, il vous faut un plan de vue latéral à partir duquel vous pouvez mettre à l'échelle. Des prises de vue en hauteur permettent souvent de montrer les choses plus clairement. Bien sûr, si un navire ne va pas particulièrement vite ou est à l'arrêt, alors vous n'aurez pas ces vagues. Ce qui veut dire qu'évidemment, cette technique n'est vraiment utile que pour vous indiquer à quelle vitesse un navire se déplace. S'il avance réellement à une vitesse appréciable, disons au-dessus de 10 nœuds ou quelque chose comme ça. Ces photos montrent des conditions idéales, tandis que celle du Maryland lors de ses essais de vitesse est plus difficile à analyser. Vous pouvez probablement voir, si vous regardez attentivement, que le profil de la vague d'étrave est toujours là, mais il est fortement perturbé par l'état général de la mer. Donc il y a beaucoup de petites crêtes et de creux. Mais dans ce cas particulier, si cela vous intéresse, bien sûr, le sommet de la vague d'étrave se trouve juste derrière l'étrave. C'est assez facile à voir, à peu près là où se trouvent les ancres. La crête secondaire, celle qui vous sert de repère, se trouve à peu près entre les deux cheminées, un peu plus vers la première cheminée que vers la seconde. Et vous pouvez faire correspondre cela avec l'emplacement des creux. Donc la base du creux se trouve juste devant la tourelle superposée. Donc à peu près là où se trouve le télémètre ou l'arrière du télémètre sur la tourelle avant. Et le creux secondaire se trouve en fait presque exactement à la même position correspondante à l'arrière, juste en dessous des télémètres sur la tourelle la plus arrière de l'armement principal. Si vous avez un logiciel graphique qui vous permet de superposer une véritable courbe sinusoïdale, c'est assez utile parce qu'évidemment, vous pouvez choisir un endroit très évident, comme le sommet absolu de la première vague à la proue, et le superposer, ce qui vous donnera aussi les emplacements de façon relativement précise. Et vous pouvez avoir d'autres cas comme cette photo de l'USS Boston. Cette fois, la mer est assez calme et donc théoriquement les conditions idéales pour une photo, mais comme vous pouvez le voir, la vague d'étrave atteint son sommet juste derrière la proue de façon assez évidente. Il y a un premier creux très évident à peu près à l'endroit où se trouve le mât de misaine, entre la passerelle et la première cheminée. Mais ensuite, comme vous pouvez le voir, ça remonte et on commence à peine à distinguer le second pic, tout à l'arrière, en fait, juste après l'armement principal. Et sur certaines autres photos, en particulier de choses comme des destroyers ou des croiseurs plus petits qui vont à plus de 30 nœuds à certains moments, le second pic est en fait au-delà de la poupe et le creux se trouve à environ 2/3 de la longueur du navire. Dans ces cas, il faut mesurer la distance du pic au creux et la doubler pour avoir la longueur d'onde. Cela introduit une petite marge d'erreur, d'où ma remarque. Cela vous donnera une idée approximative de la vitesse du navire, à un nœud ou deux près de sa vitesse réelle. Mais c'est une méthode très pratique pour calculer la vitesse des navires. Basée uniquement sur une photographie, tant que le navire se déplaçait à une vitesse suffisamment raisonnable et que la photo était prise d'assez haut compte tenu de l'état de la mer. J'espère que vous avez trouvé cela utile. On se retrouve dans une prochaine vidéo.